il y a des difficultés. Et donc ces éléments peuvent témoigner de la difficulté de se reconvertir et justement de l'importance du travail que Eugène Jolet a fait lui-même à titre individuel et que finalement cette belle maison continue à faire, cette belle maison de Célébrons le 71 à travers Jolet continue à faire en poussant quelque part les enfants à aller à l'école, entre autres, parce que je crois qu'en Europe en tout cas et en France en particulier, je crois que c'est 80% des enfants qui ont le bac. C'est le double projet est vraiment. Mais, comme on disait qu'on veut mettre un peu la pression sur l'UNFP, c'est le moment. Tous les ans, donc des footballeurs sortent, eux se reconvertissent, mais il y en a quand même qui réussissent des bons moments de reconversion. Donc, j'aimerais que vous fassiez tous la pression sur ce monsieur. Parce que là, il y a la FIFPro qui est présente, il y aura une assemblée générale de l'UNFP, je crois, demain, enfin ces jours-ci, pour qu'à cette occasion, nous ayons la possibilité de défendre l'idée d'un prix Eugène Jolet, allant des trophées de l'UNFP tous les ans, qui récompenserait les beaux exemples de reconversion après leur carrière. Je sais que là, pour l'instant, ça peut paraître, mais à travers, il y a des façons qu'on peut utiliser pour juger des projets, pour bénéficier. Et l'UNFP avec, comme je dis, l'ESR et tous les autres pays sur l'ESR, il y a des éléments qui permettent quand même qu'on ait des choses. Aujourd'hui, il y a un trophée qui est sur les actions sociales. On peut voir, pour que justement, même ceux qui n'ont pas été de très grands professionnels, mais qui ont réussi à utiliser leur première vie sportive pour quelque chose, ce serait vraiment bien que l'UNFP permette à ce monsieur d'avoir son trophée tous les ans pour que ce nom au moins reste dans les mémoires et récompense des jeunes qui feront ce qu'il aura fait 50 ans plus tôt. Merci. Merci, vous l'aurez compris. Eugène savait se faire la balle lui-même et marquer. Et ce soir, on a fait la balle du directeur du UNFP. Non, je n'ai pas dit président. Le coup, je l'ai fait 2 fois. Au directeur. Mais plus sérieusement, l'idée à travers tout ce qu'on souhaite, c'est que nos hommes, nos femmes qui ont marqué l'histoire, on a tendance à oublier, qu'on les réhabilite pour les mettre au panthéon de l'histoire. Et nous souhaitons qu'avec la maison qu'il a créée, qu'il a bâtie de ses mains, avec ceux qui ont continué le combat, qu'à un moment donné, l'enfant revienne à la naissance. Merci beaucoup, Monsieur Lafont, le directeur de l'UNFP. Merci pour cet accueil, merci d'être là. Partagez. Quand M. Moundé est venu nous voir avec son équipe, c'était normal, c'était tout à fait logique d'être présent parce que, encore une fois, si ce soir je suis parmi vous, c'est grâce à Eugène qui, en 61, a pu créer l'UNFP. Je voudrais juste profiter, parce qu'il est encore là, de Stéphane Saint-Raymond, qui a pu vous assister sur toutes les photos d'archives que vous voyez sur les panneaux, qui a aidé M. Moundé et son équipe à monter ces beaux patrimoniaux qui vont faire le tour un peu des clubs, le tour de France. Et Stéphane, c'est vrai que c'est un peu l'histoire de l'UNFP, parce que ça fait plus de 20 ans, 25 ans qu'il est à l'UNFP, et il a connu au travers de la FIFPro et de toutes les évolutions beaucoup d'histoires. Donc merci à lui. Je vais, après les beaux discours et les orateurs qu'il y a eu précédemment, je vais lire un petit peu parce que avoir tout le déroulé, ce n'est pas simple. Pour nous, aujourd'hui, est une date importante à l'UNFP, puisque la création de l'UNFP, il y a pile 60 ans, en ce 16 novembre, et on doit beaucoup à Eugène Njoléa, ce footballeur venu du Cameroun, qui sera son premier secrétaire général. Comme une part non négligeable et largement méconnue des footballeurs africains qui émigraient en France à cette époque, Eugène est un footballeur étudiant, et ça a été rappelé précédemment, et c'est important. Comme la plupart de ses successeurs jusqu'au cœur des années 70, Eugène, né en 1931,
alors je ne vais pas dire Abatouchi, et qui suit des classes sociales aisées, urbaines et lettrées. Détenteur d'un BEPC, il obtient une bourse de l'État camerounais et arrive en France pour obtenir son baccalauréat et poursuit ses études de droit. Et toute sa carrière de footballeur sera d'ailleurs marquée par ce double engagement sportif et académique, comme vous l'avez bien rappelé. Il débute dans les équipes amateurs, on a parlé des professionnels, mais il y avait les équipes amateurs de La Roche-la-Molière, puis de Roanne, avant d'être rapidement convoité par le club de Saint-Étienne, où il jouera de 54 à 59, devenant une vedette de premier plan. Et on se disait, on disait pas star à l'époque. Il signe ensuite à l'Olympique lyonnais, notamment pour faciliter la poursuite de ses études de droit à la faculté. Et en 1961, il rejoindra le Racing Club de Paris, une destination motivée par son admission à l'Institut des hautes études d'outre-mer, établissement qui forme l'élite intellectuelle africaine, et il terminera sa carrière sportive à Paris avant de devenir diplomate à Londres. Eugène a donc joué un rôle central dans la création de l'UNFP, notre syndicat français. En 1961, dans un contexte où les footballeurs professionnels qui jouent en France, ça a été encore rappelé tout à l'heure, étaient liés par un contrat extrêmement contraignant jusqu'à l'âge de 35 ans. Il exprime publiquement la nécessité que les joueurs s'organisent pour faire entendre leurs droits. Après discussion avec le groupement des clubs autorisés, l'ancienne Ligue de football professionnel, qui lui demande de prouver sa représentativité, il démarche ses collègues qui le chargent ensuite de créer une organisation visant à défendre l'intérêt des footballeurs. Au départ, imaginée sous forme association, loi 1901, celle-ci prend finalement, avec les conseils de Jacques Bertrand, la forme syndicale permettant notamment le droit de grève. Eugène Njoléa, l'initiateur, devient le premier secrétaire général de l'UNFP à sa création et Juste Fontaine, le président. Eugène, il avait une idée toutes les 30 secondes et celle de créer un syndicat de joueurs lui est venue tout naturellement. Se souvient le meilleur buteur de la phase finale de la Coupe du Monde qui avouera un jour être plus fier de l'UNFP que de ses 13 buts en Suède. Juste et Eugène sur la même ligne. Pour mener son projet à bien, outre le recrutement de Fontaine, Eugène Njoléa n'a pas hésité pour faire jouer ensemble ses ressources dans les conditions du syndicat. Sa notoriété sportive, en premier lieu, rappelons-le, ici s'il en est besoin, qu'il a gagné le premier titre de champion de France de Saint-Étienne en 1957, terminant meilleur buteur de l'équipe devant un certain Rachid Mekloufi. Cette gloire naissante lui a sans doute permis d'avoir une certaine légitimité auprès des joueurs, qu'il comptait fédérer, et une belle audience dans la presse, renforcée par le ralliement de plusieurs joueurs de premier plan, André Leron, Jean-Jacques Marcel, en passant par Robert Loubière et Norbert Eichmann. Je ne les connaissais pas tous. C'est la mémoire de Stéphane qui nous a rappelé. Mais plus encore, ses ressources scolaires en général, juridiques en particulier, l'ont rendu particulièrement sensible à la condition d'emploi des footballeurs et surtout compétent pour organiser un collectif de défense de leurs droits. Alors à l'UNFP, nous n'oublions jamais de rappeler ce que les footballeurs professionnels français doivent à ces pionniers et leur vision commune et leur courage. À l'UNFP, nous n'oublierons jamais qu'il a fallu qu'un footballeur camerounais, qu'un homme épris de justice et de liberté, se lève pour agir au bénéfice de l'ensemble des joueurs évoluant dans notre pays pour dire non à une condition que Raymond Kopa, premier ballon d'or français, qualifiera d'esclavage en 1963. Ce footballeur, cet homme, ce visionnaire, c'est Eugène Njoléa. Et permettez-moi encore une fois de le remercier au nom de Philippe Pia et Sylvain Castendutch, les coprésidents actuels de l'UNFP, au nom de tous les salariés de l'UNFP que nous représentons ce soir, et au nom surtout de tous les footballeurs que nous représentons et qui lui doivent tant. Merci infiniment pour ces mots. Je vais, c'était pas prévu dans cet ordre-là, mais je vais laisser la famille dire un mot, parce que je sais que vous êtes pris par un emploi de temps très chargé. Voilà. Et j'aimerais que la famille puisse se faire entendre par vous. Mais avant,
une chose me tient à cœur, non pas d'avoir la réponse ce soir d'Hervé, mais de vous entendre sur un discours improvisé, de répondre à Hervé d'une certaine manière, avant que je ne donne la parole à la famille. Merci beaucoup. Alors, c'est une surprise à moitié, puisque on a eu l'occasion d'en parler lors de nos réunions de travail. C'est vrai que l'UNFP, en dehors de l'accompagnement qui a été fait pour la frise, va accompagner également les responsables de la Maison du Cameroun au travers de la tournée, puisqu'il y a des matchs organisés, je crois, à Saint-Étienne et à Lyon. Voilà, où on sera présent. Et par rapport à la demande qui a été faite tout à l'heure, oui, on va y travailler parce que c'est une logique au travers de l'engagement aujourd'hui de l'UNFP de ne pas que former des footballeurs, mais de former des hommes au travers d'un double projet, puisque on a tous essayé de jouer, de prolonger, mais à un moment donné, on va aussi vite, on est obligé de s'arrêter. Donc la partie scolaire et éducative est très, très importante. Et la partie également de reconversion qui arrive dans la vie d'un footballeur, parce qu'on parle souvent des stars, maintenant. Vous avez pris un exemple des internationaux français tout à l'heure. Je pense que la vie d'un homme, elle n'est pas simplement reliée à un aspect financier. Un joueur a beau gagner beaucoup d'argent dans sa vie et après le rendre, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que comme certains joueurs, N'Golo ou Mbappé, aujourd'hui rendent à la société, au travers d'actions sociales pour les jeunes, beaucoup de leur richesse. Et quoi qu'il arrive, quand on a fini, se lever le matin, on a beau être riche, si on n'a pas d'objectif en se levant pour la journée, aller jouer au golf ou au tennis pendant un moment, ça suffit. Mais de pouvoir s'incorporer dans la société et on va dire revenir à une vie normale pour nous, c'est quelque chose d'important. Et c'est là d'accompagner ces joueurs pour revenir dans un cycle, pas forcément de travail, mais au moins d'échange, est important. Et on va tout faire pour essayer d'arriver à ce résultat. Merci. Est-ce que vous avez encore 3 petites minutes? Bien sûr, parce que j'ai 3 petites choses à vous proposer avant. C'est de l'improvisation, mais nous sommes obligés. 30 secondes. Et il y a, je voudrais qu'on entende la voix d'un lion indomptable avant la voix de la famille. Et il y a une dernière voix qui va dire un petit mot. Bernard, s'il te plaît. De façon à ce qu'on puisse finir ces séquences avant de libérer, parce qu'il va pas de course. D'abord, je vais vous dire combien je suis tout petit devant ce panel de journalistes, des hommes d'honneur. Vous me savoir là aujourd'hui, je te remercie parce que je sais tout ce que tu fais. Moi qui travaille en région parisienne, dans le 78, je vois ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui et je vois le travail des Ndioléa. Je suis chauvin un peu, que je me dis mon pays, le Cameroun, qui devait profiter de tout ça, ne profite pas assez. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est tout. D'abord, je veux m'excuser pour Patrick Mboma, il m'a demandé de le faire. Il devait être là, c'était son anniversaire hier, il n'a pas pu être là. Donc je m'excuse pour lui. Et au nom des footballeurs camerounais, c'est ma petite personne qui prend la parole. Ils sont tellement grands, Roger Mila, qui ont suivi ce que Ndioléa a ici, et Joseph Antoine Bell. Je veux juste remercier d'abord la famille, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là aussi quelque part. Ce que Ndioléa a fait, c'est d'abord sa famille. Je veux remercier les journalistes qui nous donnent cette opportunité énorme pour qu'on se souvienne pas seulement du footballeur, mais de la personne. Parce que si je suis passionné des livres, c'est grâce à lui. Très peu de footballeurs africains lisent. Ça, c'est vrai. Et j'aimerais justement qu'on se serve de son exemple pour prendre ce plaisir, parce que c'est là-dedans qu'on trouve plein de bonnes choses. Merci beaucoup à vous tous qui êtes là ce soir, de nous donner la parole. Et surtout, que nous les Camerounais, devenons un peu chauvins. Faisons en sorte que ce qui se passe ici puisse se passer au Cameroun. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Bonsoir à tous. Vous comprendrez que pour la famille, c'est un moment d'émotion. Un grand moment d'émotion. Dans un premier temps, je remercie déjà la Maison des Camerounais de France
pour leur initiative. L'initiative qu'ils ont prise d'organiser cet hommage. Je remercie votre association pour le choix que vous avez porté sur Eugène Djolia. Pour nous, c'est une fierté. Je vous remercie pour tout le travail que vous abattez depuis plusieurs mois. J'en suis témoin, j'ai eu le temps d'échanger avec Aziz et bon, j'ai vu plus ou moins comment vous vous battez pour en arriver là aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début. C'est loin d'être fini. Vous avez porté votre choix sur Eugène Djolia. Et là, c'est un puits que vous commencez à creuser, mais je ne sais pas si vous en mesurez la profondeur. Parce que vous creusez, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver au fond. Eugène, c'est un personnage multiple, c'est un personnage qui a 1000 facettes. C'est un personnage, je sais comment le définir. Je sais une chose, c'est que de nos jours, les jeunes rêvent, les jeunes footballeurs ne rêvent que d'une chose, devenir professionnel. Eugène n'a pas rêvé de devenir footballeur professionnel. Eugène, c'était un jeune brillant qui est venu en France, pas pour faire du football, mais qui est venu en France parce que à l'époque où il venait, c'était encore l'époque coloniale. Et l'administration coloniale avait décidé, avait eu pour option de choisir les jeunes Africains, les plus brillants, pas du Cameroun, mais de l'Afrique, et de les envoyer en France se former, de donner une bourse pour que par la suite, ils retournent servir leur pays.